Nous recevons Elwin Gomo, consultant en communication digitale. Bonjour Elwin et bienvenue sur le plateau. Bonjour Sarah, merci. Face à vous, Seria Kovaga, gérant du cabinet CIP. Oui, CIP, c'est bien ça. Voilà. Merci. Bonjour et bienvenue à vous également. Juste à côté d'Elwin, Duchel Genovic Inouani, docteur en microbiologie et biochimie, mais surtout secrétaire général de l'association Pratique. Bonjour et bienvenue à vous trois sur ce plateau. Le Congo vient de se doter de son deuxième data center de type Tier 3+, construit par l'Agence des régulations et des communications électroniques, classé parmi les meilleurs en Afrique et les plus importants en Afrique centrale. Ce data center va améliorer la qualité de la connectivité et baisser évidemment le coût des télécoms au Congo. Suivez ce reportage réalisé par notre bureau de Pointe-Noire. Bâti sur ce terrain d'une superficie de plus de 2000 m², cet immeuble de 6 étages améliore les conditions de travail du personnel de l'Agence de régulation des postes et communications électroniques de Pointe-Noire et fait la promotion du développement du numérique au Congo. Il a été inauguré en même temps que le Data Center Tier 3 le mercredi 28 février par le chef de l'État Denis Sassou Nguesso. Le Congo compte désormais parmi les 33 pays connectés au nouveau câble à fibre optique. La RPCE s'octroie pour le compte de l'État, avec ce deuxième data center, après celui de Brazzaville, inauguré en 2021 par son Excellence Monsieur le Premier ministre, une plus grande capacité de stockage de données afin de fluidifier les échanges, amplifier et booster l'écosystème numérique national et sous-régional. Ce nouveau data center de type Tier 3 sur une échelle de 4 selon l'Union internationale des télécommunications est l'un des plus grands de l'Afrique centrale et l'un des plus robustes du continent. La construction du data center à Pointe-Noire intègre la politique du gouvernement sur le numérique. Le câble Tout Africa de Meta Facebook, fruit d'un consortium public-privé sous le label Congo Cable, le data center Tier 3 favoriseront entre autres le développement des réseaux large bande, l'augmentation de la vitesse de l'Internet, la réduction du coût de la data et des offres multiples des trafics, la réduction de la fracture numérique. Par l'acte que vous posez ce jour, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vous allez répondre aux nombreuses préoccupations en la matière des entreprises et particulièrement des jeunes et des start-up. Quelques personnes ayant contribué à cette réalisation ont été élevées par le chef de l'État à titre normal au grade de commandeur, d'officier et de chevalier. Parmi elles, le ministre Ibombo et Jean-Louis-Marc Sakala, le directeur général de l'Agence de régulation des postes et communications électroniques. Par la suite, le chef de l'État a coupé le ruban symbolique avant de dévoiler les plaques inaugurales du data center et du siège. Les actes posés par le chef de l'État permettent de répondre à multiples préoccupations des populations. Nous avons aujourd'hui de quoi offrir des opportunités aux jeunes pour créer des applications, des services nouveaux, créer des emplois à travers tous les services que nous dégagerons ici, mais aussi créer un écosystème de tech, vous savez, avec l'intelligence artificielle, avec tout ce qui est cybersécurité. Il faut ces outils-là et nous les avons. Aujourd'hui, en fait, il ne reste plus qu'à mettre en œuvre. C'est la prochaine étape qui restera à faire. Ces travaux de construction ont duré 24 mois. Voilà, Elwin Gomo, ce data center de type Tier 3+, le plus important en Afrique, et cela va impacter l'écosystème numérique dans notre pays. Oui, bien entendu, l'un des plus importants. Le plus important. Je pense que c'est une très bonne chose de voir le pays s'est doté des infrastructures numériques. Je pense que ces infrastructures vont contribuer non seulement au développement de l'économie numérique, mais aussi surtout à la gouvernance autonome même de notre économie numérique. Des données. Vous savez, quand on parle de data center, bon, le concept peut-être passe inaperçu, les gens ils comprennent pas trop de quoi on parle. C'est simplement un centre de stockage de données. Vous savez qu'actuellement, la majorité des entreprises au Congo stockent les données à l'étranger. Avec ce data center, ça va permettre effectivement à des différentes entreprises de stocker les données sur place. Et j'ose espérer que
Cet outil va accélérer aussi le processus de digitalisation de l'administration publique, mais permettre surtout à des entreprises qui développent des solutions, de stocker des solutions sur place. Pour essayer de donner un exemple concret, je vais prendre l'exemple d'un domaine assez sensible, c'est le domaine bancaire. Vous savez, quand vous avez un compte en banque, ça veut dire qu'il y a vos données. On a, par exemple, le mot de passe, par exemple, de votre compte. Mais ces informations-là, il faut se demander où ces informations sont stockées. Est-ce que ces informations sont stockées sur place ou stockées à l'étranger? Et donc, le fait d'avoir un data center national, ça va permettre effectivement de stocker une certaine autonomie, de stocker les informations sur place. Maintenant, quitte à attendre les modalités de fonctionnement, les process, pour comment est-ce que les entreprises auront réellement accès à ces infrastructures. Nous avons dans notre pays voté la loi sur les données à caractère personnel. Et effectivement, ces infrastructures vont venir un peu donner du sens à ces genres de lois parce que quand on parle de protection de données à caractère personnel, il faudrait déjà qu'on ait une idée sur où les données sont stockées. Donc on ne peut que louer en tant qu'acteur numérique, mais aussi en tant que citoyen ces genres d'initiatives. Voilà, Seria Kovaga, on va écouter les avantages que ce data center national va apporter à l'économie numérique dans notre pays, la qualité de la connectivité, la baisse probablement des coûts des télécoms, mais aussi pour permettre aux créateurs de contenu de vendre leur contenu peut-être à l'étranger. Ok, déjà, je pense que je vais dans un peu dans le même sens que ce qu'a dit Elvin. Oui. Le choix d'avoir un data center, c'est une opportunité. Aujourd'hui, ma question beaucoup plus, c'est au niveau des applications qui sont développées dessus. Par expérience, je sais que déjà un data center qui est au niveau de Brazzaville. Aujourd'hui, il y a des nouveaux métiers qui sont développés dans le digital, ce qu'on appelle par des architectes. Les architectes, ce sont des personnes qui conçoivent les solutions ou les différents services que vont comporter une application. Vous avez des grosses plateformes comme AWS, comme Azure, qui ont développé déjà énormément de modules. Et ces modules-là permettent qu'aujourd'hui, que lorsque vous voulez lancer une application, vous allez beaucoup plus vite. Parce que vous sélectionnez déjà les modules, une base de données, vous sélectionnez un peu de tout et hop, vous sautez avec quelque chose. Ma seule peur, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui avec des serveurs qui sont nus, qui n'ont pas d'application derrière travaillée pour utiliser au niveau du numérique et qui va demander un fort investissement dans le développement. Si aujourd'hui, pour une entreprise comme moi dans le numérique, par exemple, sur AWS, je lance ma solution en moins de 20 minutes. Et si là, je dois me retrouver avec un serveur qui est juste le serveur, on me dit, OK, j'ai le serveur, tu as accès, configure tout, mais ça peut me prendre énormément de temps. Donc là, je pense qu'ici, là, des choix qu'il faudrait faire au niveau de ces serveurs, c'est d'aller des technologies comme Docker. Pour dire, OK, Docker, c'est juste une technologie qui permet à des développeurs de solutions de pouvoir, on peut packager toutes leurs solutions et de monter sur un serveur, de le déployer. Et là, au moins, on pourra avoir un semblant de sécurité. Sinon, ma grosse peur dans ce genre de choses, c'est que chacun aura un serveur, il ne va pas respecter des normes de sécurité de déploiement et de recréer finalement, comment je vais dire, une maison sans porte. Parce qu'en vous donnant le serveur, on vous dit, OK, tenez le serveur, faites ce que vous voulez faire avec. Mais si derrière, vous n'avez pas déjà tout Et cet ça aspect. relance du coup le problème qu'Elvin a évoqué tout à l'heure, la protection des données à caractère Ouais. personnel. Et là, ça manque parce que derrière, la personne qui met sa solution, il n'est pas formé dans sa solution, il n'est pas formé, il déploie une solution Plusieurs problèmes vont se poser, la main-d'œuvre aussi, la formation de la main-d'œuvre. surtout la formation de la main-d'œuvre et les compétences de déploiement parce que c'est un nouveau métier. Le data center ouvre un métier, ce qu'on appelle le DevOps. Le DevOps, c'est un métier où c'est des gens qui apprennent, ou c'est des personnes qui apprennent à déployer des solutions sur des serveurs. Mais il faut le former. Si on n'est pas formé dans ce domaine-là, ma grande peur que ça soit un gros souci. Mais déjà là, ça répond à un problème parce que si par exemple aujourd'hui, pour ceux qui travaillent avec les institutions publiques, on est conscient que les institutions publiques ont un problème avec les données personnelles, que ce soit la banque, que vous travaillez avec un État ou avec une direction générale. Et à chaque fois, selon la loi de protection de données, on nous oblige de sauvegarder en local.
mais on sait à quel point c'est difficile. Donc, l'avantage avec ce genre d'approche, ça permet de pouvoir le sauvegarder en local et surtout de réduire les prix parce que il y a par exemple aujourd'hui des structures qui ont des procédures assez lourdes. Quand je dis assez lourdes, c'est quoi? C'est qu'ils font des serveurs chez eux, ils mettent un serveur chez eux dans leur infra, ils doivent mettre un groupe électrogène pour assurer de l'énergie, mais tout cela, le coût est énorme. Donc, si avec un data center de ce genre et qu'on a des coûts assez accessibles, ben, je pense qu'il y aura beaucoup de professionnels qui vont se rapprocher de ce genre de data center pour pouvoir publier leur application. Voilà, Duchesne Kinoni, je me tourne vers vous. L'inauguration de ce data center, hormis les problèmes évoqués, la protection des données, la main-d'œuvre, la formation, la sécurisation et tout, mais ce que ce data center va apporter concrètement à l'économie numérique, à vous également qui a évolué dans le digital. Oui, c'est vrai déjà qu'il y a deux éminents personnages qui intervenaient avant moi. Alors, déjà, je vais juste prendre un fait. Il y a eu le Sénat américain qui a convoqué le patron de TikTok pour lui demander d'expliquer comment sera protégées les données des citoyens américains. Tout en sachant que TikTok, c'est une firme chinoise. Donc, quand tu crées un compte TikTok, tes données sont stockées en Chine. Donc, en termes de souveraineté, le data center nous accorde ou nous apporte la souveraineté numérique. C'est-à-dire qu'au Congo, les informations des Congolais peuvent être stockées au Congo. Parce que, et gérées par les Congolais. Alors, j'ai un compte Google, ou non, plutôt, un compte Facebook que j'ouvre. Étant donné que les serveurs de Google sont aux États-Unis, donc mes données répondent à la loi des États-Unis d'Amérique. Donc ça veut dire que si je fais quelque chose sur Facebook que le gouvernement américain considère comme étant quelque chose d'anormal, le gouvernement américain a le droit de me poursuivre. Donc en termes de souveraineté, c'est déjà un pas important, avoir les data centers. Donc ça, pour l'économie numérique, et tout le monde a un compte Gmail. Il arrive des moments où vous avez votre compte Gmail, il est full. Et Gmail vous fait la proposition d'acheter de l'espace. Donc, quelque part, c'est l'État, finalement, je crois que peut-être ce sera dans le déroulé. C'est-à-dire que le revers de la médaille, comme l'a dit M. Syriac tout à l'heure, c'est maintenant à l'État d'implémenter. À l'image du gouvernement américain qui interpelle, par exemple, TikTok, ou encore à l'image des Européens qui ont interpellé, par exemple, sur la menace de ChatGPT, puisqu'actuellement, ils ont même pris des lois sur l'utilisation de ChatGPT, qui est ici l'intelligence artificielle, et donc nous, on ne peut pas faire fi. Donc, derrière l'infrastructure, il faudrait que nous puissions nous asseoir concrètement pour prendre des décisions réelles, des décisions pertinentes pour l'évolution du secteur. Donc ça, je pense déjà que c'est important. Alors, il y a par exemple, dans le cas de pratique, nous avons accompagné le ministère des Postes et Télécommunications dans l'organisation de ce qu'on appelle les Assises nationales du numérique. Donc, je pense que c'est aussi une opportunité pour ces assises d'intégrer les recommandations, sinon les besoins en termes de sécurité, en termes de gouvernance digitale et en termes de gestion de l'identité civile et tout ce qui va avec. La question simple que je vais vous poser à tous les trois, puisque vous avez la parole, vous allez. Est-ce que le Congo actuellement a la main-d'œuvre qu'il faut? La main-d'œuvre qu'il faut, je dirais oui et je dirais non. Oui, pourquoi? Bah, déjà, si je prends M. Syriac qui est là, il parle de certaines choses, ça veut dire qu'il a une certaine compétence. Exactement, oui, mais c'est un échantillon. Alors, nous avons... Il y a des écoles qui forment la main-d'œuvre pour gérer ce genre d'infrastructure. Bon. Là c'est plutôt dans les recommandations. Je pense que nous ne sommes pas encore au niveau des autres pays tels qu'on parle du Rwanda ou bien de l'Afrique du Sud. Nous n'avons pas ce niveau de compétence-là. Et raison pour laquelle, dans la formation, on doit former nos cadres congolais qui vont évoluer avec une mentalité congolaise en fonction de notre environnement, en fonction de nos réalités et
comment je peux dire, concevoir des solutions pertinentes pour nous. Une solution peut être pertinente pour le Congolais et ne pas l'être pour le Rwandais. Mais pourtant, on utilise tous le même outil qui est le digital. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut voir des solutions en fonction de notre environnement. Je prends un exemple. On a tous vu Yango. Aujourd'hui, on se pose la question, où est Yango? C'est une solution qui marche bien, mais en fonction de l'environnement congolais, en fonction peut-être de la loi d'affaires et tout ce qui va avec, ça n'a pas permis à cette initiative d'éclore. Mais si vous partez en Afrique du Sud, vous avez le Uber. Dès que vous arrivez, vous avez Uber, vous téléchargez, vous commandez, vous êtes parti. Mais au Congo, ça n'a pas marché. Donc je crois que derrière, il y a un grand travail qui doit se faire sur nos réalités, sur le mindset congolais. Et je pense que le data center est déjà une opportunité à féliciter et à rendre à l'actif de l'État congolais. Merci. Elwin, votre réaction sur la main-d'œuvre, justement? Est-ce que nous avons des ressources? Oui, mais est-ce que ces ressources sont suffisantes? Non. Je pense que le secteur numérique est un secteur qui a beaucoup de challenges et que nous n'avons pas la main-d'œuvre suffisante pour satisfaire les besoins en termes de compétences numériques au Congo. C'est pourquoi, effectivement, il faut former. La plupart des gens qui ont des compétences assez avancées dans ces domaines-là, ce sont des gens qui se sont formés ailleurs. Donc, c'est à nous de faire des efforts pour que nous puissions former de Mais plus est-ce en que plus ce n'est les pas gens. risqué pour le pays de mettre en place les infrastructures et après chercher la main-d'œuvre après? Oui, moi, ah non, je suis plus fini d'abord. Elwin, terminé. Non, mais je me dis que gouverner, c'est prévoir. Donc, je ne sais pas c'est quoi la réalité exactement derrière l'implémentation de ces infrastructures. Mais je me dis que avant sûrement de mettre en place ces infrastructures, sûrement il y a eu des gens qui sont partis en formation et qui sont rentrés, puisque Vous êtes dans les suppositions. oui, oui, sinon, bon, ça m'étonnerait quand même qu'on lance une infrastructure de cette nature et qu'on ne prépare pas des ressources pour travailler là-dessus. Non. Votre réaction sur la même question que je viens de poser à vos débatteurs. Oui, moi je pense que, comment on appelle, la question se trouve au niveau il y a 2 points à réfléchir. Premièrement, il y a quelques ressources qui peuvent le faire, mais le volume n'y est pas parce que lorsqu'on voit aujourd'hui des data centers comme AWS, Microsoft, c'est des milliers d'ingénieurs qui travaillent dessus. Aujourd'hui, au niveau du Congo, on n'a pas encore des milliers d'ingénieurs. Mais la question qu'il faut se poser, La c'est que main-d'œuvre existe, mais pas en quantité pas suffisante. en quantité suffisante. Oui. Et même aujourd'hui, les certificats, parce que dès qu'on on rentre dans le monde data center, on rentre dans une procédure de certification. Ça signifie que c'est pas une personne qui dit, OK, je sais monter, je sais développer, mais j'ai été certifié Cisco ou sur certains points. Mais lorsqu'on continue maintenant, on rentre en profondeur, la question c'est de se dire, OK, ça fait 1000 peut-être développeurs qui doivent travailler dessus. Mais ces 1000 développeurs-là, quel est le business model? Parce qu'on connaît les projets de l'État. La question des projets de l'État, il faut que les projets de l'État trouvent un moyen de financement auquel il est indépendant. C'est bien que l'État puisse apporter quelque chose, je ne sais pas le business model qui est derrière, mais je pense que sur cela, il faut aller sur des business models intégrateurs. Parce que si aujourd'hui le Congo est capable de pouvoir dire, OK, moi j'ai un data center, je sais que dans la sous-région et déjà au niveau par exemple de la CEMAC, si vous travaillez des transactions financières, la COBA vous oblige de sauvegarder vos données dans la zone CEMAC. Donc, ayant un data center au Congo, ça signifie que toute la zone CEMAC, c'est des potentielles opportunités. Et là, il faut aller sur un business model qui permet aujourd'hui à dire aux gens de la zone CEMAC de sauvegarder les données au Congo pour gagner du revenu et de payer les développeurs, les former. Sinon, à la fin, ça sera un éléphant blanc. Donc, il y a quelques ressources, mais le volume requis pour ce type de projet, je pense qu'on est encore très, 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 très loin. Ou bien encore, on va tomber encore dans la dépendance, c'est-à-dire qu'on recherche de l'indépendance, mais on va encore tomber dans la dépendance parce que nous n'avons pas des ressources suffisantes et donc il faut aller les chercher ailleurs. Je pense on va aborder tous ces problèmes que vous évoquez lors du sujet principal. L'année de la jeunesse, le volet numérique, quelles sont les attentes
de ceux qui évoluent dans le numérique pour concrétiser cette année. Alors, pour répondre à cette question, je me tourne vers vous, Elwin Gomo. L'année 2024 a été dédiée à la jeunesse. On va plus revenir sur l'année parce que ça fait partie, j'ai consacré plusieurs plateaux à cette année, mais le volet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le volet numérique. Qu'est-ce qui doit être fait concrètement dans le domaine numérique pour la jeunesse congolaise? Bon, vous savez, on en parle tellement, année de la jeunesse, comme si la politique va débuter maintenant. Pour moi, je me dis que nous avons une politique nationale du numérique qui existe déjà. Donc, si on veut aider la jeunesse dans le secteur numérique, la réponse elle est simple, c'est simplement exécuter la stratégie nationale du développement de l'économie numérique qui existe. C'est une stratégie qui a été bien réfléchie, qui s'appuie sur 3 piliers. Nous avons le e-citoyen, le e-gouv et le e-business. Et il y a un certain nombre de détails pour moi qui sont assez suffisants pour permettre à la jeunesse congolaise de vraiment profiter des opportunités qu'offre le numérique. Maintenant, s'il faut parler avec des termes assez simples, pour moi, les priorités, on parlait de formation tout à l'heure, ça fait partie des priorités. Effectivement, ça va être la formation, parce que là, on parlait des ressources. Est-ce que nous avons des ressources suffisantes? La réponse était tout de suite non. Alors que je considère aujourd'hui que le numérique, c'est vraiment le domaine du présent et du futur. C'est parmi les rares domaines aujourd'hui qui peut vraiment offrir de l'emploi aux jeunes, qui peut vraiment offrir des opportunités d'entrepreneuriat aux jeunes. Et donc, si les jeunes ne sont pas formés, effectivement, toutes les infrastructures qu'on est en train de mettre en place, ne vont pas servir à grand chose, ou bien ça va être difficile pour les jeunes de saisir vraiment toutes les opportunités qui vont se créer autour de ces infrastructures-là. Quand je parle de formation, premièrement, il faut intégrer le numérique dans le système scolaire congolais. Il faudrait que dès l'école primaire, que les jeunes Congolais puissent déjà commencer à se former sur des notions numériques. C'est quand même bizarre de constater qu'au Congo, jusqu'en année de licence, tu trouves des étudiants qui ne connaissent même pas manipuler un ordinateur. C'est quand même incompréhensible. Et ça, effectivement, parce que dans le système scolaire, mais simplement, le numérique n'existe pas. C'est à l'université qu'on va commencer à apprendre Excel, qu'on va commencer à apprendre Word, alors que ce sont des choses qu'on devrait apprendre depuis l'école primaire. Toujours dans la formation, moi j'ai toujours plaidé pour qu'on puisse construire une école supérieure sur les métiers numériques au Congo. Je pense qu'il y a tellement des métiers dans le domaine numérique qu'on peut offrir. Notre offre de formation est assez pauvre. Surtout sur le secteur numérique encore, c'est encore plus chaotique. Donc, si on peut penser à construire une école dans ce sens-là, ça va être une très bonne chose. Bon, c'est vrai qu'à l'université Denis Sassou Nguesso à Kintele, nous avons la CARIA, c'est le CARIA, le CARIA qui est là, bon, beaucoup plus spécialisé dans l'intelligence artificielle. Mais je pense qu'il y a beaucoup de métiers qu'on peut mettre en place. Donc pour moi, la priorité des priorités, c'est déjà la formation. La formation. Et je vais évoquer d'autres points un peu plus tard. Le numérique, un secteur clé aujourd'hui, le Congo a une politique d'aller vers l'économie numérique. Vous, en tant qu'un acteur du numérique, qu'est-ce qui devrait être fait concrètement dans le volet numérique pour que cette année dédiée à la jeunesse puisse bénéficier à la jeunesse congolaise? Ok, moi de mon côté, étant acteur, je vois deux secteurs. Le premier secteur, c'est au niveau de la fiscalité. Donc déjà aujourd'hui, il faudrait qu'on arrive à pouvoir simplifier, comment on appelle, toute procédure fiscale en rapport avec l'activité du numérique. Pour aujourd'hui, ceux qui posent dans le numérique, quand vous arrivez au niveau des impôts, vous êtes un peu mélangé. Je sais qu'il y a des réformes qui sont en train de se mener avec la CPCE, de pouvoir le faire, mais il faudrait rapidement que ça soit fait pour permettre aujourd'hui à un jeune qui sont dans le numérique d'avoir soit une vue simple de ce qu'il doit payer. Parce que le gros... Les entrepreneurs numériques. Oui, le numérique. Ils savent ce qu'ils doivent verser. Ils savent que bon,
écoutez, quand je vends mon logiciel à 1 million, j'ai 100 000 francs que je peux déposer et que vu par exemple sur le numérique, bon, j'aurai par exemple tel équipement que je viens de pas payer. Donc il y a toute une politique, il faut remettre la fiscalité parce qu'à la fin, si aujourd'hui les gens ne sont pas en règle fiscale, ils n'auront pas l'avantage d'avoir la banque. Moi, j'aime dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il faut créer des champions. N'ayons pas peur de créer des hommes riches. Et ça, c'est un problème ici, c'est que dès qu'on voit le numérique, on veut toujours la loi, la personne avec le sac à dos, qui est bien barbu, en train de passer, il vient taper Word, Excel, et puis c'est bon. Non, il faut qu'on arrive à créer des champions. Mais créer des champions arrive comment? C'est au niveau du système de passation de marché. Aujourd'hui, au niveau du Congo, on a des opportunités qui se déversent. On a aujourd'hui comme l'AXI. L'AXI, je dis des projets. Mais l'AXI, aujourd'hui, on se trouve une question, c'est que l'AXI développe des solutions elle-même. Mais l'AXI doit devenir maître d'œuvre, où il doit avoir des institutions au niveau relais avec l'État qui sont des maîtres d'œuvre. Moi, je le vois des opportunités au niveau du Sénégal. Ils sont maîtres d'œuvre et eux, ils identifient dans le secteur des structures dans le numérique qui ont un minimum de compétences et OK, ils les attribuent. Et vous dites, OK, moi, je vous l'attribue. Si vous manquez de compétences, ben, allez prendre un partenariat avec peut-être une société tunisienne, américaine. Mais quand vous le faites, au bout d'un an, vous travaillez, vous gagnez de l'expérience. Vous gagnez de l'argent, vous gagnez de l'expérience, ce qui fait que les prochains projets, vous êtes capable de pouvoir y répondre. Donc, il faut toute une réforme auquel il faut revoir l'attribution des opportunités. Donc, dire, OK, il y a déjà des opportunités de la digitalisation, une structure qui permet de pouvoir le gérer et de créer des champions. Lorsqu'on va créer des champions, c'est là qu'on doit rentrer dans une troisième phase. La troisième phase, c'est il ne faut pas qu'on ait peur d'aller conquérir l'Afrique. Moi, à chaque fois, ce que je vois, on a l'arrivée de la ZLECAf quand on arrive en zone de libre-échange intercontinental, tout cela. Mais aujourd'hui, à chaque fois, quand je vois nos développeurs, ils sont là pour penser une solution pour Wenze. Il fait son truc pour le quartier, il fait le truc pour Brazzaville. C'est bien de commencer avec un projet pilote. Mais quand tu vas au niveau, tu vois un Israélien, on te dit qu'un Israélien qui a une application qui est millionnaire, il fait son application, il vend au niveau des États-Unis. Il faut vendre le marché. Sinon, à la fin, c'est quoi? C'est des belles idées, c'est des gens qui ont des super projets, qui ont des superbes idées, mais le marché, il est petit. On est, je sais pas, 6 millions d'habitants, je ne sais pas combien de milliers de personnes ont la connexion Internet. Donc, encore, est-ce que toute la quantité de ces personnes-là, je sais pas, s'il y a 40 000 personnes, je pense, sur Facebook se connectent tous les jours. Est-ce que tu auras tous les 40 000? Peut-être tu auras moins, mais multiplie maintenant par le prix de la solution que tu vends. Et tu tournes à perdre. Tu vas juste faire, excuse-moi, une solution qui te permet de te dépanner jour après jour pour pouvoir payer, mais tu ne pourras pas devenir comme, à se dire un TikTok, devenir une structure qui demain peut se lever pour dire, OK, je vais à l'extérieur, je vais conquérir de marché. Mais est-ce que je vous relance par cette question avant de passer la parole à Duché Kinoni, est-ce que pour créer ces champions congolais, il faudra un accompagnement de l'État? Il faut simplement restructurer. Il faut déjà structurer les opportunités qui existent. Il y a des opportunités de développement, par exemple, de la Banque mondiale ou de l'État. On peut simplement dire que s'il y a une opportunité, l'État veut lancer un appel d'offres dans le numérique, que même si c'est une société étrangère, que dans le groupement, qui est une société locale, on peut utiliser alors les startups. Le ministre Ibombo a lancé un concept startup. OK, tu es numérique, tu es startup. On dit, tu es une société tunisienne, on veut par exemple mettre toute une infrastructure sur Oracle, tout cela. On te dit, OK, on n'a pas de problème, mais tu choisis dans notre réseau de startup une structure que tu vas en groupement avec eux. Pour qu'eux, ils bénéficient aussi de l'argent, parce que c'est de l'argent de l'État. Il ne faut pas qu'à la fin, je vais dire que l'argent rentre et puis bon, ça va à l'extérieur. Et puis, la fuite des capitaux. La fuite des capitaux. Parce que ce sont les étrangers qui vont rappeler. Mais c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans le marché. Donc, vous venez, vous prenez, vous travaillez avec une structure. Voilà. Et là, la fiscalité, créer les champions nationaux. Elwin, tout à l'heure, a parlé de la formation parce qu'on a besoin que le Congo ne soit pas dans la consommation, mais dans la production des biens et services du numérique. Vous, c'est ce que vous faites aussi au niveau de pratique accompagnées dans la formation. Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est assez? Non. Est-ce que c'est suffisant? Non. Mais c'est le premier pas. Le numérique aujourd'hui, moi je suis de formation microbiologiste, mais pourtant je suis sur un plateau en train de parler numérique.
Donc, on doit... Votre conversion, reconversion. Est-ce que c'est une reconversion ou une adaptation? Oui. C'est déjà pour dire que le numérique est d'abord transversal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que tu sois banquier, chimiste, je sais pas, journaliste ou que sais-je encore, le numérique a un impact direct sur nous. Donc, lorsqu'on dit qu'est-ce que les jeunes attendent du numérique, ben, le numérique comme outil dans son secteur, ça veut dire que comment est-ce que moi, en tant que chercheur ou biologiste, ou comment est-ce que moi, en tant que vendeur au marché, ou comment est-ce que moi, en tant qu'agriculteur, j'utilise le numérique? Comment est-ce que le numérique m'aide à m'en sortir? On a parlé de la fiscalité, on a parlé du business model, et on a parlé des compétences numériques. C'est-à-dire, année de la jeunesse, je veux bien. Année de la jeunesse, je veux bien. Numérique, je vais bien. Tout à l'heure, Erwin a parlé de la stratégie nationale de l'économie numérique. Mais parmi les points, il y a l'inclusion digitale. Est-ce que celui qui est à Kinkala, celui qui est à Sibiti ou celui qui est à Infondo, est-ce qu'il utilise la même connectivité? Est-ce que c'est le même débit d'Internet qu'il utilise? Est-ce que la solution que je propose à Brazzaville aura comment je peux dire, la même teneur où va utiliser c'est-à-dire que on parle par exemple des ondes blanches, on parle de ceci, de cela. Donc l'inclusion numérique, c'est déjà renforcer le maillage du Congo sur la connectivité. C'est fait partie des problèmes. Et la deuxième des choses, c'est Réduire la fracture numérique. réduire la fracture numérique et l'inclusion numérique. C'est-à-dire que tous, nous devons être en mesure d'utiliser le digital ou le numérique. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que au niveau, par exemple, du gouvernement, on parle du e-gouv. Mais il faudrait que tous les secteurs du gouvernement puissent parler. On a le guichet unique, par exemple, comment on appelle ça, au niveau des douanes, on a un guichet unique au niveau des impôts, on a un guichet unique au niveau de ceci, on a l'ACPC, on a quoi? Comment est-ce que ces structures interagissent? Tout à l'heure, on a parlé de la fiscalité. Comment est-ce que moi, lorsque je fais un virement bancaire, comment est-ce qu'on retire ceci pour payer telle taxe, ceci pour payer telle taxe, alors que chaque taxe n'est pas forcément gérée par les mêmes entités gouvernementales. Donc, il faut déjà qu'on arrive à ça. Il faudrait que qu'il y ait déjà un main au niveau du gouvernement. Est-ce que moi, lorsque j'ai besoin, par exemple, des pièces d'état civil, je suis obligé d'aller faire la queue, par exemple, à la mairie pour déclarer mon enfant qui vient de naître? Digitalisation de l'administration publique. Voilà, de l'administration publique, digitalisation des hôpitaux, digitalisation, et tout ça, ça revient sur l'éternel problème des compétences numériques. Jusqu'en licence, vous apprenez Word, Excel, Publisher. Et ça, c'est pas du numérique. Hein, aujourd'hui, nous sommes sur Facebook. Est-ce que nous savons utiliser Facebook? Ça, c'est un problème. Nous avons LinkedIn. Est-ce que nous savons utiliser LinkedIn? Je peux avoir un compte. Est-ce que je sais l'utiliser? C'est le rôle de Elwin Gomo et c'est le rôle que je pratique dans la vulgarisation de ces... Où vous situez la jeunesse congolaise dans l'utilisation du numérique? Est-ce qu'il y a une appropriation? C'est une utilisation moyenne? Où vous situez la jeunesse congolaise? Pour moi, je pense qu'on fait dans le beau. On fait dans le beau. C'est-à-dire que ça fait beau de t'appeler influenceur. On est là, on crée des contenus pour attirer l'attention. On va un peu sur YouTube, on voit quelques tutos, on télécharge, on fait des choses. C'est-à-dire que la majorité des... bon, c'est de la critique constructive, hein. Ah, la majorité des solutions... Je vais reformuler ma question. Est-ce que les Congolais créent réellement du contenu? Est-ce qu'on crée du contenu ou encore on consomme du contenu d'ailleurs? Est-ce qu'on crée du contenu? Ça dépend de qui t'écoute. Ah, je prends un exemple. Oui. Nous avons la matinale, c'est un contenu. Nous avons le talk, on crée un contenu. Il y a des gens qui suivent. Il y a Monsieur Wingomo qui crée du contenu. Il y a des gens qui suivent. Mais le problème, c'est la pertinence par rapport à notre écosystème et par rapport au développement de la nation. Est-ce que ce que nous créons comme contenu est pertinent pour le développement de la jeunesse? Est-ce que ce que nous créons comme contenu est pertinent pour le développement de la société, pour l'émergence des jeunes, pour ceci ou cela? Le contenu peut tout le monde. Est-ce que aussi c'est consommé ailleurs? Est-ce que c'est consommé ailleurs? Non, je pense que à ce niveau, c'est pas encore consommé ailleurs. On a encore beaucoup à faire. On m'a remarqué le cas le plus simple. Si vous voyez, par exemple, je vais pas dire non, pardon, Camille Makuso. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire et le Cameroun,
ils ont créé des médias, du contenu qui est consommé maintenant par nous. On commence à le consommer. Jusqu'à maintenant, je pense qu'à ce niveau, on a encore un besoin. Mais ce besoin-là, c'est qu'il faut qu'on arrive à créer des contenus qui peuvent être suivis et plus ou moins adaptés à un contexte général. C'est là que je redis encore, on revient sur le problème de la taille du marché. Si on fait du contenu sur la taille du marché congolais, on va se retrouver avec 1 million de personnes, ou même quand tu fais un clip, tu fais ton clip, il y aura peut-être 45 000, 60 000 vues. Mais si on va sur une approche de contenu qui est beaucoup plus africaine, mais tu tombes sur un marché qui est beaucoup plus unique, tu tombes sur le marché ivoirien, tout cela, et tu es capable de pouvoir atteindre plus de vues. Mais pour le faire, c'est ça l'avantage du numérique. Le numérique, c'est que la courbe d'apprentissage est facile. On a tous suivi Souké Siriki. Mais quand tu vois la caméra, ce qui est présenté, il n'y avait rien d'exceptionnel. Mais ils ont su mettre de la qualité, ils ont mis le français, par exemple, au lieu de partir sur du lingala, qui peut-être peut-être bloqué à une certaine population, ils sont partis sur du français, ils ont touché. Donc je pense qu'ici, là, il faut de l'audace. Au niveau de ceux qui sont influenceurs, c'est de l'audace de pouvoir proposer un contenu, mais tout en personnalisant toujours avec notre côté congolais, parce que bon, c'est une marque de fabrique. Voilà, Louis Gomo, je vais vous rapporter à ce qu'on dit de vous, citer que ceux qui évoluent dans le digital au Congo sont plus des discoureurs, des beaux parleurs que des créateurs de contenu, que vous proposez des solutions. Vous voulez concret quoi? Ayuba est là, vous avez du mal à utiliser, non? Hein, c'est parmi les preuves que vous avez aussi du mal à utiliser les contenus. Parce qu'on aura besoin que les Congolais, les jeunes Congolais, notamment dans le numérique, soient compétitifs. On a évoqué tout à l'heure que par rapport aux autres nations, qu'est-ce que nous proposons? Cyriac, je pense, a évoqué un point assez intéressant. Je pense qu'il a parlé avec beaucoup de pertinence. Comment est-ce qu'on peut accompagner en fait des jeunes qui sont dans le secteur numérique à devenir des champions nationaux? Ce ne sont pas des choses en fait qu'on fait au hasard comme ça. Moi, j'entends souvent beaucoup de critiques sur des start-upers, des jeunes Congolais qui ne font pas grand-chose dans les secteurs numériques, on ne voit pas trop qu'est-ce qu'ils font. Mais qui parlent beaucoup. Mais parce qu'effectivement, on ignore en fait totalement comment est-ce que évolue le domaine. Je vais vous donner un exemple simple. Pour un jeune, par exemple, qui veut lancer une start-up, qui a une solution à développer, c'est un jeune qui est encore étudiant à l'université, qui n'a pas vraiment des moyens. Il peut développer une solution assez intéressante, mais cette solution-là, il faut la faire vivre. Ça veut dire qu'il faut peut-être héberger cette solution quelque part. Il y a des frais à payer. Peut-être qu'il faut une équipe qui doit travailler autour de cette solution. Mais si ce sont des gens qui manquent même de quoi manger, ça va être difficile de maintenir une solution. Et vous allez voir qu'il y a des solutions où la plupart des solutions numériques ne sont même pas parfois rentables au début. Ça peut faire 5 ans, 10 ans, où vous êtes encore là en train de rechercher le modèle économique. Peut-être qu'on vous le dit pas. Vous utilisez WhatsApp, n'est-ce pas? Est-ce que vous connaissez comment est-ce que WhatsApp gagne de l'argent? WhatsApp est encore en train de rechercher son modèle économique. Mais ils ont assez de moyens pour faire vivre WhatsApp. Mais ce qu'on oublie très souvent, c'est qu'une solution numérique peut vous faire 3 ans, 4 ans, 5 ans même, que vous avez eu à développer une solution, mais la solution, elle n'est pas encore rentable. Mais il faut faire de sorte que la solution puisse continuer à être utilisée. Mais qui dit utiliser une solution, c'est beaucoup de ressources derrière. Et c'est difficile, effectivement, de maintenir ces ressources-là parce qu'on n'a pas forcément des moyens pour payer toutes les personnes qui vont travailler autour d'une solution. C'est pourquoi je dis que ce que mon cher Ovaga disait, c'est quelque chose qui est assez pertinent parce que si vous avez des structures, des startups qui évoluent dans le domaine numérique et que avec les facilités qu'on peut accorder sur les passations des marchés ou en collaborant avec des structures étrangères, ça va leur permettre justement de travailler sur un certain nombre de projets, donc de gagner de l'argent. Et l'argent qui va être gagné, ça va leur permettre de réinvestir sur un certain nombre de projets de développement des solutions. Et la conséquence, c'est que même les Congolais, ils seront capables effectivement de proposer du contenu, de proposer des services assez intéressants.
Mais maintenir une solution du développement jusqu'à ce que l'utilisateur final puisse l'utiliser, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de sacrifices derrière, c'est beaucoup d'argent derrière. Le financement. Et Pour créer les jeunes n'ont toujours pas les moyens qu'il faut pour investir dans les solutions numériques. Mais les jeunes, nous développons des solutions, peut-être qu'ils ne sont pas publiques, peut-être que ce ne sont pas des citoyens qui les utilisent, ou bien peut-être qu'ils les utilisent, mais ils ne savent pas forcément que c'est telle structure congolaise qui a eu à développer la solution. Donc voilà un peu. Et puis on a besoin des incubateurs pour accompagner les jeunes start-upers. Par exemple, pour le cas de pratique, nous avons ce que nous appelons le PRI, qui est un incubateur qui accompagne. Il y a par exemple, je crois il y a Yecolab aussi qui... Voilà. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est aussi l'opportunité de dire à nos hommes riches qui ont l'argent d'accompagner les jeunes, de financer les jeunes. Parce que le financement ne doit pas seulement être étatique. C'est-à-dire quand on parle de financement, on a souvent tendance à penser qu'à l'État. Mais le financement, ça peut venir du secteur privé. Un financier qui est là, un patron qui a de l'argent, on doit faire confiance aux jeunes Congolais. Nous avons les connaissances, nous avons les compétences, nous pouvons produire. Si et seulement si. Ce sont les moyens. Ce sont les moyens et la confiance. On dit, Congolais, on doit ça, tu vois, c'est ça. Je pense que c'est pas toujours moyen financier, c'est pas toujours en termes d'argent. Vous savez, il a parlé d'incubateur, mais moi je peux te parler même de laboratoire. Il faudrait qu'il y ait des espaces où un jeune, par exemple, qui veut développer une solution, peut être encadré. Il est en train de développer sa solution et en fait, toute sa concentration n'est que dans le développement de sa solution. Qu'il ne soit pas là à réfléchir comment je vais manger, comment je vais faire pour me déplacer, comment je vais faire pour s'occuper des gens qui travaillent avec moi. C'est-à-dire, ça va faire de sorte que le jeune, les jeunes ou le jeune, il est concentré, focus sur le projet. Et l'espace accompagne le projet jusqu'à une étape donnée. Une fois que le produit est à maturité, là on peut se dire oui, là le projet est maintenant capable de bénéficier par exemple d'un financement. Et c'est aussi les rôles des incubateurs, d'amener les jeunes à aller rechercher des financements, à aller faire des levées des fonds. Et nous n'avons pas ces structures-là ici. Nous n'avons pas ces structures-là ici. C'est-à-dire qu'une structure capable d'accompagner, d'abord, une fois que le projet arrive à maturité, mais il t'amène à lever des fonds. C'est assez difficile parce que, vous savez, les modes de financement des startups, c'est très différent avec des entreprises classiques. C'est pas force, ça n'obéit pas à des mêmes principes. Et donc, du coup, l'écosystème de financement de start-up au Congo n'existe pas encore. Mais on arrive juste à trouver des alternatives, peut-être en participant à des concours, peut-être parce qu'il y a un financement là-bas, on va essayer de voir. Mais sinon, l'écosystème de financement en tant que tel, où on va parler des business angels, ça c'est des termes que les Congolais ne connaissent même pas. Et c'est l'occasion d'expliquer ce terme. Vous savez, les business angels, ce sont des personnes qui, au-delà de l'argent qu'ils peuvent mettre dans un projet de start-up, mais ils accompagnent le projet de par leur expérience, mais aussi avec leur carnet d'adresses. Donc, c'est des gens comme ça, ils ont de l'expérience, ils ont un réseau, mais ils ont aussi de l'argent. Donc, parce qu'on croit à ton projet, ils vont te mettre de l'argent, mais ils sont à ta disposition pour mettre leur expérience à ta disposition, mais aussi à chaque niveau de développement de ton projet, ils sont capables de te dire, voilà, au niveau où nous sommes, il faut contacter telle structure ou il faut contacter telle personne pour franchir des paliers. Oui, je pense que dans le même sens, il faut d'abord rappeler le cycle. Le premier cycle, c'est au niveau de l'incubateur. Ça, je pense qu'au niveau du Congo, on a atteint une certaine maturité. On a Kosala, Yekola, Pratique, pas mal de structures d'incubation qui incubent. Mais après, lorsqu'ils viennent incuber, aux États-Unis, on appelle il y a des séries de levées de fonds. Des séries de levées de fonds vous dit quoi? Tu as la première série qui doit te permettre d'avoir peut-être les premiers sons, les sons utilisateurs. C'est ça qui te permet
de pouvoir tester ta solution dans ton marché local. Et après, tu as la deuxième série qui est une série de communication, là où on te donne de l'argent pour communiquer à l'extérieur. Chacune des séries là te ramène. Donc, il y a des objectifs de chaque série qui te permettent de pouvoir te progresser. Mais ces séries-là, on les lève où? Dans ce qu'on appelle par des sociétés de capital risque. Parce que il y a deux types de sociétés. Il y a la société, les banques. Les banques aujourd'hui ne sont pas intéressées par le numérique. Pourquoi? Parce que la banque veut le palpable. La banque sait que j'ai acheté le téléphone à 1000 euros, je le revends à mon cher à 1200 euros, ça fait 200 euros, il touche son argent. Là, la banque dit c'est bon. Mais dans le numérique, il voit, il se dit, ah, mais c'est une idée, est-ce que, bon, qu'est-ce qu'il vous fait? Il te demande, non, travaille pendant 3 mois, j'observe ton compte. Mais tu ne peux pas, tu n'as pas les moyens. Donc, il y a des structures qui s'occupent des capitaux risques qui ont souvent des fonds importants, qui vont fragmenter leurs fonds dans plusieurs petits projets. Et parfois, dans une dizaine de projets, peut-être que 2-3 projets vont réussir. Mais c'est 2-3 projets qui vont aller très loin. Et ces capital risques-là sont composés souvent des business angels. Des business angels qui, après leur expérience dans le métier, qui viennent se dire, OK, je lance un capital risque. Et je pense que dans cette phase-là, ça n'existe pas. Il y a le figuier qui est arrivé, qui est venu plus ou moins, mais je pense qu'il n'a pas pu, ou encore, qui n'a pas encore intégré la dimension du numérique, le figuier. Oui, la dimension du numérique pour pouvoir permettre à ces personnes, Est-ce que en pour sortant... permettre le développement du numérique, notamment mieux accompagner les entrepreneurs numériques, il faut des structures spécialisées qui les accompagnent? Oui, il faut que du capital risque. Parce que le capital risque, c'est un risque. La personne qui investit dans ton projet, il investit que sur une idée. C'est ça la difficulté avec le numérique, c'est que tu n'as rien de concret. C'est une personne qui arrive, il monte son PC, il projette, il dit bon voilà, moi j'ai une solution, par exemple des pharmacies de garde, potentiellement si je le vends, je le vendrai à 20 000 francs, multiplié par X personnes, ça ferait tel montant, bon, j'ai telle charge, je remets donc. L'idée, il est là, mais il n'a pas de base, dans cette idée qu'il peut mettre de l'argent, il peut le perdre. Donc il faut des structures qui sont adaptées à prendre ce type de risque-là, adapté. Quand on voit aujourd'hui la Silicon Valley, là où tu as la plupart, tu as Facebook, tout cela, mais eux tous sont devenus riches grâce à des sociétés de capital risque. On va voir Mark Zuckerberg, Larry Page, toutes ces personnes. C'est du capital risque. Ça, c'est une phase auquel on a besoin d'y arriver si on veut aujourd'hui que nos solutions numériques aillent de l'extérieur. Mais là, tu as une formation, donc tu as la première étape, tu as la série A, série B. Ils ont plusieurs séries et toute une formation qui sont en place de capital risque. Oui. Concernant la dernière question, je commence par vous et puis on va terminer en quelques secondes. C'est vrai que tout au long du plateau, vous avez parlé à la fois des problèmes et des solutions, qu'est-ce qui devrait être fait pour que cette année puisse bénéficier à vous, les acteurs du digital. Vous avez parlé de la formation, mais comment faire pour accompagner les acteurs du digital, les entrepreneurs notamment? Comment faire? Vaste question. Pour moi, la première chose, c'est déjà c'est interpeller ceux qui ont l'argent. Lesquels? Le gouvernement, parce que le gouvernement, c'est... Oui, il y a le gouvernement, mais à part le gouvernement, les sociétés ne se développent pas que sur le budget État. Il y a le gouvernement, mais à part ceux du gouvernement, nous avons beaucoup de patrons au Congo de commencer à faire confiance aux jeunes Congolais. C'est la première des choses. Le plus grand voyage commence par une idée. Le talk est devenu talk parce qu'au départ, c'était une idée. Si on se décide de faire confiance aux jeunes Congolais, de la solution qu'ils proposent, tout à l'heure, on a parlé des business angels, mais c'est des gens qui croient en vous. C'est des gens qui sont capables de prendre des risques. Donc, c'est ce sursaut patriotique-là qu'il faut demander à ceux-là qui ont l'argent de le mettre à la disposition des jeunes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est... ok, merci beaucoup. La deuxième chose, c'était ça pour dire que à l'université, en termes généraux, les gens qui ont l'argent, rapprochez-vous des universitaires. Forcément qu'ils ont des solutions, mais des solutions qu'ils ne savent peut-être pas communiquer, que eux, avec l'intelligence qu'ils ont, ils peuvent... Alors, vous allez vous résumer, lorsque vous prenez la parole, vous exprimez vos idées, vous allez vous résumer, parce qu'on est pratiquement à la fin du plateau. Comment
les aider, les entrepreneurs numériques? Bon, s'il faut parler des entrepreneurs, je pense qu'on a parlé des incubateurs, on a quelques bribes d'incubateurs qui existent, mais qui n'offrent pas l'offre totale, l'offre globale. Donc, il faut renforcer l'offre des incubateurs qui sont là, mais aussi les multiplier pour qu'on arrive réellement à offrir non pas seulement de la formation, l'accompagnement de développement des solutions, mais aussi accompagner les structures jusqu'à lever des fonds au niveau international. Après, je pense que pour des structures qui sont déjà un peu plus matures, qui ont déjà atteint un peu le stade de développement, mais il faut créer des facilités. Je pense que mon cher Rovaga s'est bien exprimé là-dessus. Là, il y a l'accompagnement en termes des marchés où on peut créer des facilités pour faire de sorte que lors des passations de marché, qu'on puisse privilégier justement la main-d'œuvre locale, ou si on pense que bon, l'expérience n'est pas forcément au rendez-vous, donner la possibilité par exemple à une entreprise étrangère de collaborer avec des structures locales. Je pense que ça peut être une très très bonne chose. Moi je vais dire ça. Comme je l'ai dit, c'est créer des champions avec les appels d'offres, créer des capital risques pour les jeunes promoteurs des projets et pour les jeunes Congolais et de l'audace, parce que le marché du numérique, même si ça n'existe pas ici, en France, il y a une demande très importante de le numérique. Le Maroc, la Tunisie et aujourd'hui maintenant le Sénégal qui font du offshoring du développement informatique. Et c'est une opportunité. Donc ayons de l'audace d'aller vers l'extérieur. Merci beaucoup Cyria Rovaga, gérant du cabinet CIP. Edwin Gomo, consultant en communication digitale, du Cheikh Inouani, secrétaire général de l'association pratique, d'avoir pris part à ce plateau consacré à l'année de la jeunesse, notamment son volet numérique. Merci à vous pour votre attention, merci à la réalisation. On se retrouve très prochainement pour un nouveau plateau. Au revoir.